auteur évolue. Si on fait de l'histoire intellectuelle, et d'ailleurs, Von Reich pourra vous l'expliquer avec Razi, le premier Razi, c'est pas le dernier. Hein, la vie d'un auteur, c'est long, sa pensée, elle évolue. Donc même dire oui, c'est un lien avec cet auteur, mais quel auteur, quelle vie de l'auteur, quelle récension de son œuvre qu'on lui a attribuée, pourquoi lui et pas un autre? Et pourquoi ça serait pas un cadre discursif commun ou un universo-sémantique commun? Il faut justifier tout ça, hein. Faut pas juste les affirmer, les balancer. C'est facile de débalancer des trucs comme ça, on peut tous le faire. D'accord sur ça. Bon. Bah écoutez, Maestro, il est revenu. Ouais. On Bon. vous écoute. Du coup, on accueille Maestro. Alors, Maestro qui se dit contre la politique, etc., non confessionnel, voilà, pour reprendre un peu ta bio. Et du coup, tu traites principalement d'histoire sur ton compte. Et c'est, on va dire, là que se situe ton apologétique. On va te laisser peut-être entamer la discussion avec un point de critique, je sais pas. Bonsoir à tous. Désolé pour le retard, j'ai eu quelques galères avec le métro et ensuite des problèmes de connexion. Mais je suis bien là, donc merci de m'accueillir et de me donner la parole. Je voulais simplement, pour commencer, revenir sur l'ouvrage cité par une personne, je ne sais pas qui est-ce qui parlait, concernant Joseph Witzium, qui nierait selon toi, enfin je me permets de te tutoyer, tu pourras faire de même, que le Coran utilise comme source le Talmud. Mais quand on cite un ouvrage, il faut être honnête. On ne peut pas citer simplement des petits bouts qui correspondent à notre thèse et cacher, masquer le reste de l'ouvrage. Parce que, Witzium, j'ai la thèse devant moi, il ne nie pas du tout le fait que le Coran reprenne le Talmud. Est-ce que tu peux me citer, par exemple, à la page 5, tu vois, c'est pas à la fin du livre, hein, c'est au tout début du livre. Qu'est-ce qu'il dit à la page 5, dans la partie 2.1 Rabbinic Sources, à partir du 2e paragraphe? Est-ce que tu peux me citer ou est-ce que tu veux que je le lise? Ok. Bah écoute, moi je te pose une question. Est-ce que tu as toute la thèse, à savoir près de 100 pages, ou bien tu as juste l'article qui a été mis sur le dépôt de Gabriel Said Reynolds? J'ai la thèse sous les yeux. On peut lire ensemble. J'ai la thèse sous les yeux là. Ok. À l'instant où je parle, j'ai la thèse sous les yeux. Ok. Il y a combien de pages, rappelle-moi, sur la thèse? J'ai 334 pages. Ok, on a la même, très Très bien. J'arrive. Tu m'as dit le point numéro combien? 2 points à la page 5. Ouais. Donc là, c'est littéralement juste un point sur sa méthodologie. Allons-y. Alors, for the sake of this study, the rabbinic texts can be classified under 3 headings. Those which are indisputably pre-Islamic. Those which are evidently post-Quranic, and those whose dating is still debated. Ok. Donc, on te dit for argument of dependence. Voilà. Tranquille. Première, on est tous au point mort, on s'écoute. Merci. Alors, for arguments of dependence and influence, the first group is most relevant. Okay. The primary rabbinic source used in this study is Genesis Rabbah, belongs here. It is of Palestinian origin, not Hijazi, and usually dated to the first half of the 5th century. Okay. Bien, merci. Though it cannot be denied that the second group contains many early tradition, the late date of this text renders argument for Jewish influence on the Quran on their basis weak. Excuse-moi, pourquoi tu voulais que je m'arrête avant que... Je relis, hein. Non, vas-y. Though it cannot be denied that the second group contains many early tradition, the late date of these texts renders argument for Jewish influence on the Quran on their basis weak. Et écoutez, important texts in this category which display many similarities to the Quran and are therefore suspect of reflecting Islamic influence include Pirkei de Rabbi Eliezer, henceforth PRE, Targum Pseudo-Yonatan, which is probably dependent on PRE and especially Sefer Hayashar. Et c'est ce que j'ai littéralement cité avec la thèse de... Rappelez-moi le nom, pardon, excusez-moi.
La thèse le livre de Stephen Daniel Sachs Ouais. sur Midrash and Multiplicity, Pirkei des Rabbi Eliezer. Donc, je me suis uniquement arrêté sur le Pirkei des Rabbi Eliezer, D'accord. dont Joseph Witzum, en fait, le cite. Pourquoi? Regardez, hein. J'enlève juste mon autre casque, 2 minutes. En page 115, au point 5.3.2, il est dit de Raven, c'est-à-dire le corbeau. Écoutez, the second parallel is shows greater similarity of detail and concern the Quranic embellishment that Cain learned how to bury Abel by observing the practice of a raven, verse 31, parce que j'ai la flemme des noms. A similar motif is recorded in a few rabbinic texts. Abraham Geyer cite Pieri. Sauf que, en page 5 qu'on a cité et que j'ai cité pour toi, on te dit que Pieri, justement, il vient après l'islam. Bien sûr. Donc là, ok, d'accord. Donc, devant tout le monde, en fait, tu as voulu m'attraper sur la source. Non, mais tu t'es pas attrapé. attends, est-ce que je peux répondre ou est-ce que c'est un monologue de départ? Juste, j'aimerais intervenir. Ouais. Désolé, Maestro, de te couper, désolé, Cyril, de te couper. Mais en fait, je pense que quand Razès il a introduit la discussion, il voulait que Maestro fasse une critique comme il a l'habitude de le faire dans ses trades, et non pas que tu reviennes sur les propos qui ont été dits précédemment. Bah, si j'estime qu'il y a des erreurs à mon sens dans les propos qui ont été tenus, je m'estime en droit de rectifier ces erreurs et c'est ce que j'essaye de faire. Donc, Oui, absolument. bon, Bon, maintenant, de toute façon, maintenant que tu as entamé la discussion, je vais te laisser terminer ton point. Très bien. C'est gentil. Voilà, donc je te laisse terminer ton point, enfin, un peu d'honnêteté intellectuelle, quoi. Et donc, ensuite, il serait quand même mieux, enfin, parce que c'est ce qu'on envisageait initialement, notamment par ta venue, d'aborder les thématiques habituelles dont tu fais des threads, etc. Très bien. Donc, je termine sur ce sujet. En fait, si vous voulez, Vitsum, lui, c'est un spécialiste du Coran et de ses sources syriaques. Et il analyse dans sa thèse les possibles sources talmudiques. En fait, il classe les textes rabbiniques en 3 catégories. La première, ce sont les textes qui sont clairement pré-coraniques, qui ont été écrits avant le Coran, et il parle, je cite, for arguments of dependence and influence. Donc il parle de dépendance et d'influence du texte coranique vis-à-vis de ses sources. Il parle d'un deuxième groupe de textes rabbiniques qui effectivement sont post-coraniques, dont le Pirkei de Rabbi Eliezer, mais également le Targum pseudo-Jonathan. Et puis un troisième groupe dont on n'est pas tout à fait sûr de la date, est-ce que c'est post ou pré-coranique? Il n'y a pas vraiment de certitude. Mais donc autrement dit, il distingue 3 groupes, dont un groupe est clairement pré-coranique. Et donc Vitsum ne nie pas du tout que les sources talmudiques, je termine, merci, que les sources talmudiques provenant de ce groupe particulier puissent avoir influencé le Coran. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, j'essaye de retrouver la page exacte, mais il donne un exemple précis. C'est le fameux verset 32 de la sourate 5. Il en parle, si je fais une recherche V, il en parle, page 123, note 45. Il affirme clairement que le Coran se base sur ce verset. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est absolument consensuel dans le monde islamique. Il y a simplement les apologistes musulmans pour le nier, mais voilà, c'est pas vraiment controversé, en tout cas dans le milieu académique. Qu'est-ce qui est consensuel? J'ai pas bien compris. De quoi? Qu'est-ce qui est consensuel? J'ai mal entendu. Ce qui est consensuel, c'est que le fait que le verset 32 de la sourate 5 soit inspiré du Talmud. Tu peux dire en arabe? Quasiment... Très bien, c'est une citation qui... Très bien, on va aller dessus. Bah vas-y, on va aller dessus. On va enchaîner avec ça. Tu peux dire en arabe, on va enchaîner, très bien, on va enchaîner. Est-ce que tu me laisses parler? C'est une citation quasiment mot pour mot, quasiment textuelle du Talmud. Et ça, tous les historiens, enfin, je ne suis pas au courant d'un historien qui dit le contraire. Vous prenez le texte talmudique et vous prenez le verset du Coran, je suis désolé, mais on ne peut pas dire que oui, ça se ressemble vaguement. C'est quasiment une citation. Alors, je comprends que ça vous gêne, que le Coran, qui pour vous la parole divine, reprenne un écrit composé par des humains. Je comprends que ce soit gênant, mais il ne faut pas non plus être dans le déni. Est-ce qu'on est honnête intellectuellement ou est-ce qu'on ne l'est pas? Maestro, il n'y a rien qui nous gêne. Ces études-là, je les ai lues. Toi, tu passais le brevet. Donc, arrête avec les petits pics comme ça, ça vous gêne. Il n'y a rien qui nous gêne.
Tu peux prendre le verset, s'il te plaît, de la sourate 5 et le lire en arabe, s'il te plaît. On va commencer avec l'arabe. Ensuite, on va parler Non, mais après de moi, ce que t'as dit. On t'écoute. je suis pas arabophone, donc si tu veux le lire en arabe, tu le lis en arabe, et puis ensuite, D'accord, on d'accord, prendra la d'accord. Donc, discussion. d'accord. Donc, j'introduis une première, comme je disais, un premier biais ou une première carence au niveau méthodologique. C'est que D'accord? souvent dans les études islamiques, on n'a pas l'arabe. Comment, sans l'arabe, on peut prétendre à étudier déjà le texte coranique? C'est n'importe quoi. Est-ce que dans les études bibliques, nous avons des biblistes qui n'ont pas des connaissances du grec, et ne serait-ce que des connaissances élémentaires de la Non, grammaire, non. des formes du discours? C'est n'importe quoi. Et Est-ce que, qui sont est-ce les que Maestro, étymologues? tu reconnais que tu n'es pas du tout arabisant? Par exemple, si je te dis c'est quoi Non, fa'il, c'est quoi pour toi? je n'ai jamais Mais, nié pardon. je ne l'ai jamais nié, mais moi, enfin, je ne fais pas de recherche primaire sur le Coran. Je suis pas un chercheur, je suis pas un académicien, je suis quelqu'un qui lit des sources secondaires, des sources académiques, et qui en fait la vulgarisation. Donc, enfin, voilà, ne fais pas d'homme de paille en me prêtant des ambitions que je n'ai pas. Il est où Je n'ai l'homme pas de pour paille, s'il te plaît? ambition. Je t'ai posé une Non, question. non. Il est où l'homme de paille? Tu vois? Il est où l'homme de paille? Je t'ai posé une question. Non, mais enfin, c'est simplement que tu m'attribues des positions que je n'ai pas. J'ai jamais dit que j'étais C'est un pas une chercheur. position. C'est est-ce que euh, tu es arabisant? Tu m'as dit non. Bah, j'ai dit voilà une non, carence non, non. méthodologique. Il est où l'homme de paille, Mais en fait? C'est vrai ou c'est non, en faux? fait, ah, je m'appuie sur des sources secondaires, sur des sources académiques, et qui sont composées par des chercheurs qui connaissent parfaitement l'arabe, qui connaissent le syriaque, l'hébreu, C'est faux? etc. Donc, Non, c'est faux. C'est faux. On vient de le montrer qui tout à ça? l'heure. Enfin, Non, c'est faux. Il y a et plein de chercheurs en islamologie qui ne connaissent pas l'arabe. lesquels? Par exemple, Guillaume Di. Guillaume Di, il a Ah bon? pris des cours Ah bon? d'arabe. Alors, Non, laisse-moi mais finir. Guillaume Di, attends, laisse-moi finir. c'est une Guillaume Di blague. est un très bon C'est une blague. syriacisant. C'est un très bon Mhm. syriacisant, c'est vrai. L'arabe, il n'était pas arabisant. Alors là, je connais pas son niveau d'arabe actuel à l'instant où je parle, mais lorsqu'il écrivait déjà ses écrits sur le Coran, il n'était pas arabisant. Il ne Non, mais connaissait c'est une pas blague. l'arabe. Il ne savait pas, par C'est une exemple, blague. attends, C'est il une ne savait blague. pas ce que Enfin, c'était fi'al, fa'il, maf'ul bihi. Des choses qu'on apprend en ah primaire. bon? Oui. Oui, je te Et dis, ça, il tu, l'affirme. Ah, mais oui, je te et dis, il c'est quoi, l'affirme. Je peux même te et c'est parler quoi de ta source? doctorants. Attends, je peux même te parler C'est de quoi ta doctorants. source? Je peux même Ah, te parler de d'accord. Ah oui, doctorants qui étaient dans le même séminaire que je suivais, qui n'étaient pas d'accord. arabisants. Donc, faut arrêter D'accord. ce mythe des Non, mais en fait, doctorants là qui sont arabisants. quand on fait des accusations de ce genre, il faut donner des sources concrètes. Tu peux pas dire, ah oui, mais c'est mon cousin du bled qui m'a dit, et on te croit sur parole. Si tu dis que Guillaume dit n'est pas arabisant, prouve-le. Prouve-le. Dis Mais pas le débat ne simplement, porte moi, pas je sur connais, Guillaume Di. c'est ça. Mais je m'en fous de Guillaume Non. Di ou de je sais pas qui connaît pas l'arabe. Je m'en fous, c'est pas le Mais tu débat. le cites, mais Le tu le débat, cites, tu le cites. le débat Ne le porte, dis le pas, je dis, débat porte tu le sur. cites. Attends, mais laisse-moi parler. Tu vas rebondir, justement, tu vas comprendre. En fait, si tu veux, je m'en fous de Guillaume Di, machin. J'ai vu de mes yeux des gens qui n'étaient pas arabisants, qui ont signé des contrats. On s'en fout. On sait que ça existe. C'est pas une condition sine qua non pour avoir un contrat. On le sait. C'est pas un secret de polichinelle. Tu peux interroger des chercheurs, je te donne des noms si tu veux en privé, tu leur diras si tous Mhm. leurs élèves doctorants étaient arabisants, ils te diront que la plupart n'étaient pas arabisants ou très mal arabisants. Enfin, c'est pas une, Très bien. c'est pas un secret de Donc, polichinelle, hein, alors, moi, la donc, question que j'ai posée, c'est est-ce que tu es arabisant? Tu m'as dit non. Alors, la seconde question que j'ai posée, c'est plutôt une implication qui est logique, c'est est-ce que c'est une carence nécessaire? Enfin, est-ce que c'est une carence, pardon, est-ce que c'est une carence méthodologique? Bah, bien sûr que oui. Tu le conçois. alors, est-ce que c'est une carence méthodologique? Probablement, mais ça le Non, serait c'est pas d'autant plus. probablement, c'est oui ou non. Est-ce que c'est une carence méthodologique D'accord. de ne pas avoir l'arabe lorsqu'on étudie des sources arabes? Maestro, sois un peu net, s'il te plaît. Non, mais je n'étudie pas les sources arabes. Enfin, encore une fois, ne me fais pas dire, enfin, ne me prête pas des ambitions que je n'ai pas. Je n'ai jamais prétendu être chercheur ou académicien. La seule chose que je fais, c'est que je lis, j'étudie, pardon, On a compris, Maestro, il n'y a pas de souci. Oui, bah, Non, mais attends, je résume, tu me apparemment, dis si c'est correct. Toi, tu nous dis, Maestro, que toi, tu fais de la vulgarisation sur des sources secondaires voilà. et ce sont les historiens qui travaillent les sources primaires. Moi, je comprends ce que tu dis, Maestro, mais il y a un problème, et c'est pour ça qu'il t'a dit qu'il y a une carence méthodologique. Comment toi, tu peux analyser et donner une valeur argumentative à ces sources secondaires? Comment tu peux les hiérarchiser? Comment tu peux dire que tel argumentaire est plus fort qu'un autre si toi-même tu as des manquements en termes de connaissances pures, en fait, que tu peux reconnaître ici sans aucun problème. Donc, c'est-à-dire que rien que dans la sélection et la hiérarchisation des sources que tu vas prendre en considération parmi les sources secondaires, tu seras limité. Alors, tu entends ça ou pas? Alors, d'abord, je prends en compte toutes les sources secondaires. Je ne fais pas de tri a priori. Après, il y a des arguments qui peuvent paraître plus valables que d'autres. Il y a également des positions qui font consensus. Il y a des positions qui sont davantage controversées, mais à mon sens, alors j'entends que vous puissiez ne pas être d'accord, mais
la non-connaissance de l'arabe, quand on traite uniquement de la littérature secondaire, n'est pas nécessairement un biais ou une faiblesse méthodologique. Ça le serait effectivement si j'avais les prétentions d'analyser les sources primaires, que ce soit le Coran, les hadiths, la Donc tradition musulmane, ça veut dire, Maestro, que tu ne peux pas hiérarchiser les sources secondaires d'un point de vue argumentatif. On est d'accord? Comment ça? Enfin, Parce que pour pouvoir hiérarchiser des sources secondaires, c'est-à-dire leur donner un critère d'importance plus ou moins élevé, tu dois être capable d'évaluer leur contenu exhaustivement, ce que tu ne peux pas faire vu que tu n'as pas l'arabe. On est d'accord? En quoi est-ce que je peux pas le faire? Précisément, puisque si tu nous prétends que ces chercheurs utilisent dans leur argumentaire l'arabe ou sont arabisants, comment tu peux vérifier leur argumentaire si toi-même tu n'as pas la connaissance de la langue? Comment tu peux vérifier un argument grammatical, linguistique ou qu'importe? Non, mais alors, quand ça porte effectivement sur la grammaire, sur la philologie, sur la linguistique, je peux pas donner mon avis, mais oui, mais c'est précisément le sujet. On parle d'herméneutique ici. Non, mais enfin, on parle d'histoire. Regarde mes traits L'histoire se base sur d'histoire. quoi, Maestro? Maestro, l'histoire se base sur quoi? Sur des sources, sur des sources primaires. Les sources Faut bien primaires sont en pouvoir quelle langue, travailler les Maestro? sources. Ils sont en quelle langue, les sources primaires? Mais non, mais les sources primaires sont en arabe, ça fait pas de doute. Mais Bah. c'est pas, mais on parle pas nécessairement d'analyse grammaticale ou linguistique. Regardez mes trades. Est-ce qu'il m'arrive très souvent de parler de philologie, de parler de grammaire, de linguistique, etc. Mais C'est pas le qu'importe, cas. grammaire ou Je parle pas. principalement de sources, je parle principalement des origines de la Mecque, des origines éthérites islamiques, etc. La connaissance de l'arabe n'est pas un prérequis. Alors, que ce soit utile, je veux bien, mais elle n'est pas indispensable. Maestro, tu peux me citer une source arabe, s'il te plaît? Comment ça? Une source arabe, par exemple. Une source arabo-musulmane, médiévale. Je sais pas, des ouvrages de fiqh, de hadith, de tafsir, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut entreprendre une étude historique, qu'importe après le courant historique, sur ces études-là, sans avoir l'arabe? Mais si c'est une étude historique sur ces sources-là, directement, la réponse est non. Mais encore une fois, enfin, je sais pas dans quelle langue je dois le répéter. Je me base sur les sources secondaires. Très bien. Mais en fait, t'as pas compris notre argument. Bah oui. En fait, je crois qu'il a pas compris. Parce que, attendez. En fait, est-ce que le débat se porte sur la mythologie, sur le fait que je parle pas l'arabe ou quoi, ou est-ce que ça parle de l'historicité de l'islam, de l'historicité? Non, ça parle de l'historicité. Non, mais manifestement pas. Oui, mais la méthodologie est une condition de base pour pouvoir parler de quoi que ce soit, déjà, en fait. Ça, c'est un point. En fait, moi, mon argument, je pense que tu l'as pas compris. Je pense que tout le monde ici peut admettre, y compris toi, que la maîtrise de la langue arabe est une condition de base dans l'étude d'une source qui est en langue arabe. Je pense que ça, même toi, je pense que tu pourrais pas le renier, c'est assez évident. Toi, tu nous dis, mais oui, mais moi, ça me concerne pas parce que toi, tu regardes les sources secondaires. Moi, je te dis, d'accord, tu as raison, Maestro. Mais il y a un problème quand même dans ce que tu dis. Le problème, c'est que tu es face à une multitude de sources secondaires que tu vas devoir classifier, hiérarchiser pour leur donner une importance plus ou moins grande. Et quand je parle de sources secondaires, je ne parle pas uniquement des académiciens, d'accord? Je parle de tout type de sources secondaires. Tu as un ensemble de sources secondaires que tu vas devoir hiérarchiser, donner plus ou moins d'importance. Et pour hiérarchiser des sources, tu es obligé d'évaluer leur contenu. Pour dire que tel texte est meilleur que tel texte dans l'analyse de tel phénomène, tu es obligé de pouvoir analyser le contenu. Et si tu n'as pas la langue arabe et tu n'as pas la connaissance de ça, comment tu peux hiérarchiser un texte? En fait, pour ce faire, je n'ai pas besoin nécessairement de la connaissance de la langue arabe. Enfin, je vais simplement donner un exemple. Dans le débat aujourd'hui dans l'islamologie contemporaine, l'un des débats concerne les origines du Coran. Est-ce que le Coran provient entièrement du Hijaz, de la Mecque et de Médine, ou est-ce qu'une partie au moins du Coran a été composée en dehors du Hijaz, plus au nord, en Syrie-Palestine? Je n'ai pas besoin d'une connaissance exhaustive de la langue arabe pour faire la hiérarchie entre les différents arguments donnés par les uns et les autres. Aujourd'hui, je considère, au vu des éléments qu'on possède, que la seconde hypothèse, à savoir qu'une partie du Coran a été composée en dehors d'Arabie, est plus probable. Mais je n'ai pas besoin de la connaissance de la langue arabe. Oui, non, mais ça, on va y venir. Là, on te parle juste de hiérarchiser lorsqu'on produit un état de l'art. Lorsqu'on produit un état de l'art dans le cadre d'un master, un mémoire ou une thèse, on doit être capable, en fait, de trier ces sources, à savoir lesquelles nous semblent plus plausibles, lesquelles nous semblent moins probables. Pourquoi? Mais comment on va justifier cela? Dans les séminaires, comment ça se passe? On va prendre les sources secondaires,
Alors déjà, on va y revenir sur leur méthode qui n'en est pas une. On va prendre ces sources secondaires et ensuite on va les confronter à ce que nous, on a pu étudier en fait des sources primaires, ou du moins ce qu'on est capable un peu de lire des sources primaires. Mais étant donné que tu n'as pas l'arabe, et je parle pas d'être un excellent arabisant, mais de se repérer dans un texte quand même, tu ne peux pas faire cet état de l'art. Tu ne peux pas dire, bah, leur argumentaire, finalement, est convaincant, puisque leur argumentaire se base en fait, se fonde sur un ensemble de sources qui sont l'arabe en fait. Donc ne pas avoir l'arabe, c'est déjà un problème. Surtout si on parle du Coran et qu'on fait de l'araméneutique. Et est-ce que je peux répondre? Sur ce point précisément, oui. Non, bon. D'abord, donc le premier point, c'est que j'apprends aujourd'hui que, enfin, je sais pas qui est-ce qui parle exactement, si c'est Von Reich ou, enfin, bon, peu importe, ou si c'est Léon, enfin, je sais pas. En tout cas, j'apprends que vous réfutez tous les apologistes musulmans qui parlent de la Bible, mais qui ne connaissent pas le grec, et qui ne connaissent pas l'hébreu, et qui ne connaissent pas l'araméen. Donc, je pense que ce sera le premier point à retenir ce soir. Si vous ne parlez pas ces langues, vous ne pouvez pas parler de la Bible. Alors là, tu confonds un cadre académique et un cadre hors académique. C'est deux choses différentes. Moi, là, je te parle dans le cadre académique. Mais moi, je suis pas un académicien. C'est ce que je répète depuis le début. Je ne fais pas de recherche primaire. Attends, mais t'es quoi du coup? Bah, tu te définis comme quoi en fait? Ben, non, mais alors, je vais prendre la biographie qui est indiquée sur mon profil, compte apolitique et non confessionnel dédié à l'histoire des religions. C'est pas écrit que je suis un chercheur ou un académicien. Je me définis tous les jours comme un vulgarisateur. Je suis pas un académicien. Voilà, je ne suis pas un chercheur. D'accord, donc tu ne connais pas la méthodologie de recherche. Mais c'est quoi le rapport? Oui ou non? On avance comme ça. Non, mais c'est quoi le rapport? Oui ou non, maestro? Maestro, est-ce que tu connais la méthodologie? Déjà, est-ce que tu connais la méthodologie? Je ne suis pas là pour répondre à des gens qui vous n'êtes pas les professeurs, d'accord? Vous êtes déjà au moins 4 ou 5 et je suis seul. Vous n'êtes pas les professeurs, je ne suis pas vos élèves. Ah si, en l'occurrence, je pourrais être ton professeur, maestro. Je pourrais vraiment objectivement l'être. Donc arrête de dire n'importe quoi. Je pourrais être ton professeur. Ah bien sûr, je pourrais l'être. Ah oui. Ah si, je pourrais être ton professeur. Bien sûr. Voyons. Oui, maestro, je peux être ton professeur. Je postule demain, tu peux être mon élève. Donc un peu d'humilité, d'accord? Je t'ai juste posé une question très simple. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il y a des personnes ici qui n'ont pas de méthodologie de recherche. Il y a pas de problème. Chacun après son domaine de spécialité. Voilà. Est-ce que tu as une méthodologie est-ce que tu connais la méthodologie dans la recherche? Qu'importe l'école. Tu me dis oui ou non. Il y a pas, c'est pas un piège. C'est pas pour t'humilier ou quoi. C'est pas un gamin. Dans la recherche de quoi? Dans les études islamiques. Dans le monde académique. Alors déjà de manière générale, dans le monde académique. Est-ce que tu sais comment ça se passe dans la recherche? Non, en fait, je pense que d'accord, donc non. On va tenir le non. Non, mais c'est pas oui ou non. En fait, je pense que c'est une question qui n'est pas pertinente pour le débat. Enfin là, le titre du débat, c'est Islam contre athéisme, analyse historique. Et vous me parlez d'épistémologie. Analyse quoi? J'ai pas entendu. Analyse quoi? Analyse historique. Et l'histoire, c'est quoi? Maestro, l'histoire, c'est quoi? Mais l'histoire, c'est quoi? Vous me parlez d'herméneutique. Maestro, l'histoire, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'épistémologie en histoire. Ah bon. Je veux aller dans le concret. On va aller dans le concret. Mais il faut définir les bases. Ça fait déjà une demi-heure. Maestro, justement, on est rigoureux. Vous ne voulez pas aller. Mais non, mais c'est dingue. On va faire un débat pendant 2 heures. On va parler uniquement d'épistémologie. Et au final, on n'aura pas parlé du tout du cadre historique de l'islam, de son historicité, de sa valeur historique. Maestro, moi, je suis pas un journaliste. Attends. Maestro, moi, je ne suis pas un journaliste. Je définis, je balise. Attends, 2 secondes. Je balise un terrain que j'étudie, le cas échéant, en proposant une méthode viable, d'accord, avec les ressources nécessaires. Et donc, je te pose une question très simple. Par exemple, une autre question. Quelle est ta méthodologie? C'est des questions quand même qui sont fondamentales pour débattre de ce que tu as dit, une analyse historique. Parce que l'histoire nécessite d'avoir une méthodologie rigoureuse quand même. Et dessus, on va y revenir après si tu veux en détail. Je pense que ça sera plus un cours, mais bon, ça me dérange pas en tant que tel. Hein, mais voilà. Toi qui parlais d'humilité, apparemment. Il n'y a pas un manque d'humilité de mon côté de faire un cours. Enfin, au contraire, je trouve ça même un peu lassant. C'est pas le format, c'est pas forcément approprié. Donc, je t'ai posé une question. Quelle est ta méthodologie? Et c'est bien dommage que tu n'aies pas un islamologue académicien, parce que ça aurait été justement plus pertinent de confronter nos paradigmes respectifs, que j'ai déjà pu faire à plusieurs reprises, mais c'est bien dommage. Parce que tu n'es pas académicien, tu vas que répéter
comme un Et toi, tu l'es? perroquet, les études qui se font, Tu qu'on a l'es, toi? tous lu. Bon, mais vas-y, je t'écoute. Tu l'es, toi? Non, mais attends, mais bien sûr que je ne suis pas académicien, je le répète, et je l'ai répété 10 fois, je fais de la vulgarisation. Mais toi, est-ce que tu es un académicien? Oui. Ah bon? Enfin, tu as quel titre? À quel titre t'as fait un doctorat? T'as publié une thèse? Oui, j'ai un projet de doctorat là bientôt. T'as un projet, d'accord? Dans quelle université? Ça Dans te quelle regarde école? pas? C'est une blague ou Ah quoi? bon? Bah, j'ai hâte de voir alors, hein. Après, on peut en parler en privé si tu veux, mais c'est pas l'objet. Enfin, c'est pas une discussion que Non, mais, je vais étaler en tu me public. Mais en reproches, privé, y a pas de problème, maestro. Je peux t'expliquer. Si tu veux mais tu t'inscrire, me etc. reproches de Bon, tu vas façon un devoir peu prendre des cours méprisante. d'arabe. Pardon? Tu me reproches de façon un peu méprisante de ne pas être un académicien, ce que je dis tous les jours. Et toi, apparemment, bah, Non, je là, sais j'ai pas, parlé de méthodologie. J'ai dit, quelle est ta méthodologie? Mais il y a des gens ici qui ne sont pas académiciens, qui ont une méthodologie très sérieuse, voire même plus sérieuse que les académiciens eux-mêmes. Donc, voilà, mais, je ne suis pas dans l'impérialisme universitaire d'accord. ou que sais-je, hein. Alors, très bien. Non, mais c'est très bien que tu poses la question. Alors, ma méthodologie, quand je fais un trade, d'abord, je prends un sujet, j'essaye de me renseigner, de lire les sources secondaires, les sources académiques sur le sujet. Je les lis, et ensuite je les présente de façon assez pédagogique, j'espère, en faisant un trade ou en faisant des articles. Enfin, voilà, il y a pas J'ai pas voilà, compris ta méthodologie, Maestro, avec tout le respect, hein. J'ai pas compris ta méthodologie. Tu m'as parlé de trade, de Twitter. Enfin, c'est très bien, hein, la vulgarisation. Voilà, ouais. faut en faire. Mais c'est quoi ta méthodologie? Je ne comprends pas, en fait. Comment, par exemple, comment t'abordes, par exemple, Tabari? Comment tu abordes une source secondaire en relation avec Tabari, par exemple? C'est quoi ta méthodologie? Est-ce que tu te définis comme historien, anthropologue, comme Non, un philologue, enfin, un terme un peu fourre-tout? Un islamologue, peut-être, je sais pas. Comment tu te définis? En termes de méthodologie, j'entends. attends. Ta question, c'est comment est-ce que je me définis? Oui, oui. Quelle est ta Non, mais méthodologie? Quel échéant? Comment tu te définis? C'est une question qui est-ce que tu te fous complètement de ma gueule et de celles qui nous écoutent, ou est-ce que tu le fais exprès? Non, mais attends, ça fait 15 fois que je répète que je me définis comme un vulgarisateur. Donc pourquoi est-ce que tu me poses la question de comment D'accord, est-ce donc que je tu me n'as pas de définis? méthodologie. Bah, j'ai une méthodologie dans ma vulgarisation, mais je suis pas chercheur, j'ai pas à avoir une méthodologie de chercheur ou d'académicien. Ah, mais attends, c'est pas une méthodologie dans ma vulgarisation. Oui, demain, je fais un gâteau et j'ai une méthodologie. Enfin, je vais acheter de la farine à Lidl. Enfin, d'accord. Je parle de méthodologie dans l'analyse des sources. Quelle est ta méthodologie? Je ne parle pas on parle de méthodologie au niveau des sources, au niveau de l'analyse, au niveau de la Bon, réflexivité. Enfin, non, mais attendez, sérieusement, là c'est comment cette leçon, ça fait 3 quarts d'heure, enfin quasiment qu'on discute, on n'a toujours pas abordé le sujet principal. on va On aborder, parle de on va juste méthode, étape par étape. non, mais ça fait 20 minutes que tu me dis, Maestro, alors, arrête de faire le non, journaliste, là. Tu fais comme les journalistes non, quand ils me questionnent sur des questions islamiques. C'est un peu de non, mais sérieux. est-ce qu'on va aborder le sujet ou pas? Ou est-ce qu'on va parler de méthode, d'épistémologie, Bah, ça d'académicien, fait partie du sujet. Regarde, quand tu lis une d'herméneutique? thèse. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Bah, C'est bien pas le sûr que sujet. si, maestro. T'as déjà lu des Bah non, thèses en bah non. islamologie ou pas? Attends, est-ce que t'as déjà lu des thèses en Non, mais islamologie? là, c'est pas une thèse, hein. Là, je te rassure, on n'est pas en train d'écrire une thèse. On est en train de faire un débat sur le narratif islamique. Enfin, je pense, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment défini le sujet. C'est pas une thèse, hein. Et Là, justement, ce ici, que je suis en train de te dire, c'est que on regarde, n'est pas ce à que je suis en train de te dire, l'université. c'est que la On n'est méthode pas à fait partie du l'université. sujet. On n'est pas en train de faire une thèse. On est en train de débattre sur le narratif islamique. Et depuis 40 minutes qu'on débat quasiment, tu me parles de méthode, Donc t'as pas de d'épistémologie, méthodologie. On va aller droit au une but comme ça, méthodologie, on va éliminer une directement méthodologie de les quoi? carences. Une méthodologie de quoi? Tu sais ce que c'est une méthodologie dans le cadre des études islamiques? Non, mais tu sais quoi? Je vais te laisser Donc c'est un développer cours. ton Attends, donc argumentaire. c'est un cours, c'est pas un Comment débat. tu seras fini? Non mais donc c'est un cours. Oui, oui, voilà, c'est un cours, c'est un cours. C'est un Bah, cours très bien, donc c'est pas magistral. un débat, donc viens pas On en va me disant analyse t'écouter, historique, on va débat. écouter le professeur. Voilà. On t'écoute, allez. Bah, donc c'est un Très cours que bien. je vais faire. Oui, c'est un cours, c'est un cours. Très bien, donc si c'est un cours, tu vas sortir ta trousse et ton stylo et je vais introduire les différentes écoles, etc., etc. Très bien, on va faire ça. Très bien, maestro, donc c'est pas un débat. Bah, faut savoir, est-ce que tu veux débattre ou est-ce que tu veux faire un cours? Non, je t'ai posé une question. Tu m'as dit, j'ai pas de méthodologie, etc., etc. Et tu m'as dit, bon, je t'écoute. Bah, du coup, c'est que c'est un cours.
Et moi, c'est pas le format pour faire un cours. Je peux t'en faire, pas de problème. Enfin, on organise ça. D'accord. Je te fais même ça gratuitement. Et Oui, dans ce cas-là, c'est pas un débat. non, mais Un débat, je veux que tu mais me j'ai donnes bien une compris que tu étais méthodologie. plus à l'aise. Et moi, je te montre que ta J'ai méthodologie, elle se fonde sur rien. j'ai bien D'accord? compris que tu étais plus à l'aise dans le fait de donner, dans la posture de pseudo-professeur que dans la posture de débatteur. Parce que t'as pas envie de débattre. Ça fait 40 minutes qu'on discute. Juste. Je veux pas débattre. Le Tranquille, débat, tranquille, le débat maestro, est tranquille. inhérent à un cours. Hein. Ça veut rien dire ce que tu dis. Non, mais Un Tranquille, séminaire, tranquille, c'est un débat. pas la peine de. Juste, excuse-moi. En fait, Maestro, là, ce qu'il est en train de t'expliquer, mais je pense que c'est quand même de l'ordre de l'évidence. Toi, tu dis, moi, je veux rentrer dans le sujet, le concret, etc. Nous, on est d'accord avec toi. Nous aussi, on veut rentrer dans le concret. Bah, Mais apparemment, quand... ça fait 40 minutes. Bah, écoute, doucement, t'inquiète pas, on va t'expliquer pourquoi on veut rentrer dans le concret. Parce que le truc, c'est que tu dois comprendre une chose. Déjà, ici, tu t'adresses à des musulmans qui sont sunnites, on ne reconnaît pas forcément le même paradigme que toi. Toi, tu as un certain nombre d'autorités que tu reconnais parmi les académiciens, si tu veux. Ça, c'est ton point de vue, c'est ta position, c'est ton axiomatique, c'est ta dogmatique. Nous, on ne débat pas sur forcément le même plan. Nous, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que si tu veux espérer pouvoir proposer un récit alternatif par rapport à la tradition islamique, etc., tu dois être capable de nous expliquer comment, à partir de quelle source, à partir de quelle théorie de la connaissance, tu déduis, par exemple, des affirmations comme le Coran a fait des emprunts à la Torah, etc., etc. Et on a besoin d'avoir deux éléments majeurs. Premièrement, ta méthodologie, c'est pour ça qu'LFTR t'a posé la question de l'épistémologie, et deuxièmement, ton épistémologie. L'épistémologie, la théorie de la connaissance. Donc c'est pour ça que ça, c'est une condition sine qua non au débat. Si on n'est pas d'accord sur... C'est une condition que Si. vous imposez parce Si. que vous ne voulez pas rentrer dans le concret, vous ne voulez pas rentrer dans le débat. Tu m'expliques, Maestro, comment on connaît quelque chose si on ne sait pas à partir de quoi on peut connaître des choses? Non mais c'est quoi Non mais attends, Maestro, tu es en train de nous expliquer, non mais attends, Maestro, tu te rends compte là, tu es en train de nous expliquer dans le plus grand des calmes que on peut connaître des choses sans avoir établi au préalable les sources de connaissances viables. Mais les sources de Il n'y a connaissances... pas de mais, c'est juste la base en fait. L'épistémologie historique, c'est traité aussi. Les sources de connaissances de quoi? Par exemple, pour obtenir un certain nombre de connaissances par rapport à des connaissances historiques, mettons, quelles sont les sources probablement historiques, ou même les sources au sens large, épistémologiques, qui nous permettent de déduire ou d'inférer de la connaissance? Quelles sont les sources? Et par exemple, on t'a posé la question c'est pour ça qu'on t'a posé la question au début par rapport à ta méthodologie et comment tu hiérarchisais les sources secondaires que tu n'étais pas capable de hiérarchiser parce que tu avais des lacunes dans un certain nombre de connaissances, comme en arabe, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important en fait, parce que toi tu vas nous faire des affirmations, tu vas nous dire tel nombre d'historiens disent ça, nous on va te dire peut-être qui dit ça, et alors en fait on s'en fiche, puisque nous, déjà on s'en fiche, et puis il y a aussi de la nuance dans ce que tu peux dire. Premièrement, nous on s'en fiche, et puis secondement, nous on va confronter directement le paradigme. Pourquoi on est tenu d'accepter un paradigme historique donné? Pourquoi on est tenu d'accepter une certaine épistémologie historique, etc., etc. Si tu veux pas débattre de ça, tu es en train de nous dire arrêtez de me parler, accepter ma dogmatique et accepter les arguments qui découlent de ma dogmatique, en fait. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. Non, et nous, c'est une inférence, en fait, qu'il est en train de faire. C'est une inférence que tu fais. C'est-à-dire que tu dis les bases pour connaître des choses, c'est tel nombre d'historiens, tel nombre d'autorités. C'est ce que tu fais d'ailleurs dans tes trades, que tu fais plutôt bien d'ailleurs, parce que tu cites les autorités. Tu cites les autorités, et puis ensuite tu dis selon ces autorités, je peux faire telle inférence, et donc j'ai ma conclusion. Et nous on te dit mais attends, tes autorités elles se basent sur quoi? Quelles sont leurs sources? Quelle est l'épistémologie à laquelle ils adhèrent, etc., etc. Nous on va critiquer ça. Tu crois qu'on va accepter ça aussi facilement? Sinon nous on peut faire pareil. On peut te dire voilà, les autorités du monde musulman, ce sont les savants sunnites. Ok, et puis ça c'est un dogme, et puis après tu acceptes les inférences, et puis après tu deviens sunnite comme tout le monde. Donc tu vois, c'est pas correct en fait de faire comme ça, Maestro. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire ou c'est pas clair. Peut-être que j'ai pas été très précis. Alors pour être tout à fait franc, c'est pas tout à fait clair, mais en fait c'est surtout pas le sujet du débat. Et puis on peut pas, enfin c'est un débat, il me semble, qui est d'ordre historique. Alors c'est sûr que si vous me parlez de vos savants islamiques, sunnites, etc., on n'est plus vraiment dans l'histoire, on est dans le dogme. Enfin, je ne suis pas là pour parler de théologie, dans le dogme. parler de dogme, mais pour parler d'histoire, tout simplement. D'accord. Sur quelle base tu reconnais que certains historiens sont des autorités? C'est pas du dogme, ça? Non, c'est pas du dogme. C'est quoi alors? Si, c'est un dogme. Sur quelle base? Si. Non, alors t'acceptes une mathématique. Non, en fait, c'est très simple. Il y a un outil, par exemple, comme Google Scholar, où tu tapes le nom d'un historien, et tu vois le nombre de références, de citations à ses travaux, ce qui permet quand même... D'accord. Donc c'est circulaire. C'est circulaire. Non, mais ça veut dire... c'est pas du tout circulaire. Ça permet de déterminer l'autorité que cet historien possède dans le monde. Mais l'autorité chez qui? Selon qui? Selon les mêmes historiens, en fait. C'est circulaire. En gros,
on vérifie la validité d'un historien selon les autres historiens qui sont du même acabit que lui, avec la même source que lui, la même épistémologie que lui. Bah oui, mais nous on peut faire pareil. Ok, on va vérifier Nawawi, est-ce que c'est un grand savant? Je vais regarder chez les autres savants musulmans. Oui, bah j'ai des milliers de sources qui me disent qu'An-Nawawi est un grand savant, donc je vais l'utiliser aussi. Enfin, c'est complètement absurde ce que tu dis. Tu es en train de justifier l'autorité d'un historien, un académicien, à partir de l'autorité d'autres historiens académiciens qui sont du même acabit que lui. Oui, C'est circulaire. mais pas du tout, parce que enfin, si vous voulez, mon paradigme, C'est ce que tu as dit. il est enfin, j'évolue dans l'univers de la recherche historique. Donc, évidemment que les autorités sont les historiens. Donc, tu admets que c'est un postulat que tu poses, un dogme. Oui, c'est un postulat, c'est pas un dogme. C'est quoi la différence entre un postulat et un dogme, s'il te plaît? Non, mais je sais pas, en fait, attends. Tu dis c'est un postulat, ce n'est pas un dogme, et ensuite que je te demande la différence, tu n'es Un pas dogme, je ne connais même pas d'ailleurs. J'ai bien compris, en fait, voilà. Le débat, ça fait 40 minutes, on parle de différence entre un postulat et un dogme, on parle d'herméneutique, on parle de... Oui, mais parce que maestro. Non, mais attends, en fait... Vas-y, excuse-moi. Est-ce qu'on peut rentrer dans le concret, analyser l'historicité du récit islamique, ou est-ce qu'on va parler pendant 2 heures, jusqu'à 2 heures du matin, de la différence entre un dogme, un postulat, Maestro, on essaie de te connaître, d'épistémologie. On comprend, maestro. On est vraiment dans le blabla intellectuel ou pseudo-intellectuel, on fait de la branlette intellectuelle, mais on n'est pas du tout dans le concret. Et si j'ai accepté de venir et de débattre avec vous, c'est pas pour parler de la différence entre un dogme... Donc ça veut dire que maestro, ce que tu veux de nous, et tu me dis si c'est vrai ou pas, ce que tu veux de nous, c'est de nous dire, bon, vous les musulmans, c'est très bien, mais vous arrêtez avec vos autorités, vous acceptez les miennes sans aucune justification valide, et ensuite on débat au sein de mes autorités. Alors tu peux m'expliquer dans ce cas-là, si tu dis que c'est pas ce que tu dis, non mais j'entends, peut-être que c'est ta position, peut-être que tu es tout à fait honnête, et c'est pas ce que tu veux. Si c'est pas ce que tu veux, peux-tu nous expliquer pourquoi on serait tenu de prendre en compte les autorités que tu as citées? Et pourquoi on ne pourrait pas prendre les nôtres directement? Mais enfin, j'ai jamais dit que vous étiez obligé de prendre en compte les autorités que j'ai citées. J'ai pas entendu. Tu as dit on doit prendre en compte les autorités que tu as citées? Non, j'ai dit rien ne vous y oblige. Enfin, encore une fois, j'ai rien à vous prouver, j'ai rien à vous démontrer. Très bien. On avance, maestro. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Là, tu as été clair. Donc, on avance. Donc, est-ce qu'on peut aller concrètement et faire un débat sur l'historicité du... On va y aller. Non, mais ça fait 15 fois que tu le dis. Ça fait 15 fois que tu... Non, parce qu'avant, ta position n'était pas claire, maestro. Non, je vais terminer. Il est 23h20. Tous ceux qui nous écoutent en sont témoins. Ça fait au moins 10 fois que tu dis on va y aller. Et parce que tu n'as pas posé les bases très claires de ta position, maestro. Attends, écoute, là, on va y aller. On va y aller. Tu sais... Demain. Non, mais... C'est pas la peine de t'énerver pour rien. Franchement, c'est pas la peine de stresser. On va y aller. Mais pourquoi je te dis qu'on doit passer par ces étapes? On doit passer par ces étapes. Maestro, laisse-le finir 2 secondes, s'il te plaît. Pourquoi on doit passer par ces étapes? Parce qu'en fait, maestro, soit ce que tu veux et ta stratégie, elle est bien connue. C'est honnêtement, moi je te le dis, hein, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, que l'autorité de tes historiens que tu as cités était un postulat. Donc c'est-à-dire qu'a priori, il n'est pas prouvé, tu ne l'as pas démontré. Donc en fait, toi, ce que tu veux, théoriquement, c'est de dire bon, bah voilà, moi j'ai un certain nombre d'autorités, mes autorités disent ça. Conclusion. C'est ce que tu as un peu essayé de faire face à Chirac en disant. Non, en fait, je ne suis pas... Alors, est-ce que tu es d'accord dans ce cas-là qu'on puisse comparer nos épistémologies respectives au sein de l'histoire? Non, alors, je ne suis pas dans un débat d'autorité, je ne suis pas comme un musulman sunnite en disant oui, tel savant dit ça, etc. Voilà, je suis pas les musulmans sunnites ne sont pas du tout comme ça. Non, mais moi je parle d'arguments, d'accord? Donc, très bien, argument. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les arguments ou est-ce qu'on va rester dans un débat épistémologique sur la différence entre un dogme et un postulat, etc. Enfin, c'est quoi le but En fait, quel est le but du débat? Enfin, je suis rentré... le but du débat... non, en fait... Le but du débat, c'est de vérifier la validité de tes arguments. Et un argument a 2 aspects. Après, si tu me dis que tu n'as pas envie de débattre de ce qu'est un argument, je veux bien l'entendre. Mais dans ce cas, arrête d'utiliser des arguments. Un argument a 2 aspects. Un argument a un aspect formel, sa validité logique, et un aspect matériel. Le contenu des prémices. Et le contenu des prémices, c'est quoi? Ça s'appelle de l'épistémologie, en fait. Donc si tu me dis, tu veux pas faire d'épistémologie, tu dis, je ne veux pas vérifier la validité de mes arguments. C'est tout, c'est ça ce que tu veux faire, maestro. Et si tu veux faire ça, ne dis pas je veux débattre d'arguments concrets. Dis je ne veux pas débattre d'arguments concrets. Je veux débattre de si vous acceptez mes autorités que j'accepte par pur fidéisme. Dans ce cas-là, on pourra discuter. Bon, donc maintenant donne-nous tes arguments. Donne-nous tes arguments. Tu veux dans le concret? Donne-nous tes arguments. On va les écouter. On va voir et on va te faire des critiques. C'est mieux comme ça? Tu veux faire ça? Ok, mais après, tu ne viendras pas te plaindre si on critiquera absolument toutes les prémices de ton argument et toute la méthodologie que tu vas employer pour montrer qu'ils sont invalides. D'accord? Bon. Donc on t'écoute, vas-y on t'écoute, fais ce que tu veux. Je sais pas, déjà il faudrait quand même commencer par définir un sujet, définir un thème, voilà, c'est pas... il me semblait qu'il y avait certaines personnes qui voulaient te poser des questions par rapport à certains trades que tu as fait, ou tu avais des postulats,
tu faisais des affirmations. LFTR, Ahmed, vous avez des choses à dire, sinon moi je peux entamer, mais dites si vous avez un sujet en particulier que vous avez vu chez Orphée du Néo, qu'il a mentionné. Juste pour clarifier, c'est que, on voit très clairement les carences, mais on va pas revenir dessus. C'est que, comme Von Reich l'a bien exposé, c'est que l'absence d'une épistémologie sérieuse ne peut pas engager un débat sur des arguments, puisque la valeur probante d'un argument se fonde sur une épistémologie. Donc sans épistémologie, pas d'argument, sans argument, pas de débat. Après, tout commence de l'épistémologie. Ensuite, après, on a la méthodologie. Ça, c'est encore autre chose. Mais donc, Maestro reconnaît l'absence d'épistémologie. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on va rentrer même dans la méthodologie. Donc, c'est bien ça. Lui, il veut rentrer dans le concret. Il veut rentrer dans ses arguments de base, quoi. Il veut rentrer sur le produit final. C'est-à-dire que lui, il veut pas travailler sur la matière brute, il veut regarder sur le produit final, donc ses arguments, les sources secondaires, etc. Lui, il veut aller sur ça. Oui, mais un argument se fonde sur une épistémologie. Oui, bien sûr, mais bon. On va pas. Okay, d'accord, on passe ça. Ok, on passe ça. Vas-y, on passe ça, ouais. Ok, on rentre dans la méthodologie, du coup. Ouais, les arguments qu'il fait, qu'il reprend de certains historiens directement. Très bien. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Vous avez dit quoi? Pardon? C'est qui parle? C'est Maestro? Non, c'est Rakché. Rien de ouf. Ah, ok. Bon. D'accord, pardon. Du coup, vas-y, finis LFTR. On écoute en fait une introduction, parce que là, Von Reich a introduit l'épistémologie. Alors, ça fait un peu une boucle, parce que moi, je vais introduire justement la méthodologie. On ne peut pas aborder un objet d'étude s'il n'y a pas de méthode. C'est un peu la base. S'il peut nous faire une petite introduction méthodologique, bien qu'il n'en a pas, sur Confession, mais qu'on sache un peu. Il va pas t'en faire, il a dit qu'il voulait pas entrer dans ça. Mais qu'on sache en fait c'est quoi ses repères, c'est quoi ses. Comment il distingue un historien d'un islamologue, d'un littéraire, d'un journaliste, d'un politologue? Tu sais quoi, on va prendre un exemple concret. Par exemple, t'es là, Orphée? Ouais, non mais je vous écoute, hein, mais j'ai l'impression d'être dans l'école des femmes en fait. Oui, bon, allez. C'est bon, Maestro. Franchement, tu devrais être beaucoup plus humble, surtout que t'as pas donné ni épistémologie ni méthodologie. On va parler de tes arguments maintenant, mais honnêtement, reste tranquille, parce que là, c'est un spectacle assez ridicule. Juste, Maestro. Il était temps, c'est bon, Maestro, c'est bon. On va pas revenir. On a vu tes carences, c'est fini maintenant. On passe à autre chose. On avance. Ok? Tu voulais avancer, on va avancer. Avançons. Très bien, avançons. Moi, ce que je te propose, Maestro, c'est qu'on prenne un exemple d'un de tes arguments sur un sujet, et que nous, on propose de le décortiquer selon plusieurs points de vue. Comme ça, on montre les implications, voilà, de ce que tu pourrais dire, etc. Donc, est-ce que tu aimerais présenter juste un argument comme ça, que tu veux, peu importe, qui a un impact plus ou moins négatif sur la tradition musulmane ou sur la position dogmatique sunnite? Est-ce que tu peux juste en citer un comme ça, ou alors on va en citer un nous-mêmes, et ensuite, on peut l'analyser si tu veux. Comme ça, on débat du concret. Toi, tu veux débattre du concret, donc on va débattre directement de tes arguments. Est-ce que tu peux nous en citer un, par exemple? Vas-y. On t'écoute un des arguments parmi tous ceux que tu as écrits dans tes threads. Et honnêtement, moi, je suis pas en train de... Moi, j'ai pas du tout envie de t'humilier ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon but. Enfin, on n'a pas du tout cette intention-là. On veut juste écouter et voir sur quoi tu te fondes, parce que souvent, les critiques qui te sont faites, et nous, on est d'accord sur le fait que la plupart des critiques qui te sont faites par des musulmans, souvent, ne touchent pas le point correct. C'est-à-dire qu'elles vont pas directement sur le fond du problème. Donc justement, nous on propose d'aller directement sur le fond du problème. Donc cite-nous un seul argument, et nous on va te montrer pourquoi il y a un problème. Voilà, on t'écoute. On te laisse, tu fais ce que tu veux. Choisis un argument que tu as parmi tous ceux que tu as écrits. Très bien. Écoutez, je propose de prendre le dernier thread que j'ai retweeté, qui concerne les origines de la pierre noire. Très bien, tu peux me le partager parce que tu m'as bloqué sur mes deux comptes. Tu peux le citer oralement, ça sera plus simple, je pense. Juste résume oralement. Non, mais sinon, c'est plus simple. Tu peux faire un résumé sur les grandes lignes argumentatives et après tu donnes une conclusion. Tu vulgarises, donc tu dois savoir faire ça. Je vais faire un résumé, mais sinon, au pire, vous pouvez aller sur mon profil, sur mon compte. C'est le dernier. On aura le support écrit de ton chat si tu veux. Vas-y. Je viens de le mettre là. Ouais, moi je laisse, si vous voulez, je le lis en direct. Hein. On va laisser Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes argumentatives et ensuite une conclusion? Comme ça, après, on peut analyser au niveau argumentatif. Fais ton argument directement. Vas-y, Maestro, on t'en prie. Alors, plusieurs choses. Enfin, la première, c'est que les origines de la pierre noire, le premier élément que je mets en avant, c'est que on ne sait pas exactement d'où elle vient. Est-ce qu'il s'agit du météorite ou est-ce qu'il s'agit d'un résidu de basalte, c'est-à-dire de roches volcaniques? Ça, c'est le premier élément qui n'est pas forcément le plus intéressant. Mais surtout l'élément central que je voulais mettre en avant, c'est que dans l'Arabie pré-islamique, faut savoir qu'il y a
énormément de cultes autour de pierres sacrées, ce qu'on appelle des bétiles, et qu'il y avait notamment des pierres noires qui avaient un pouvoir souvent assez magique et qui étaient révérées par les Arabes pré-islamiques. C'est notamment le cas chez les Nabatéens. On a de nombreuses sources qui en parlent. Et voilà, la thèse centrale que je mets en avant, c'est le fait que la pierre noire, vénérée par les musulmans, est un reliquat du paganisme arabe. D'ailleurs, on le voit quand même quand on voit des scènes de lias à la Mecque avec des musulmans qui parfois sont aux limites de se battre pour l'embrasser, pour la caresser, etc. Ce qui fait quand même penser à des scènes païennes et idolâtriques, hein, quand on fait preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle. Donc voilà, c'est simplement pour établir une certaine continuité entre les pratiques arabes et pré-islamiques païennes et certains rites islamiques contemporains enfin voilà, qui remontent quand même aux origines de l'islam. Et j'en terminerai là, mais l'hypothèse que je mets en avant également, c'est que la vénération de la pierre noire dans l'islam est une sorte de compromis que fait la nouvelle religion. D'ailleurs, il faut noter que nulle part le Coran ne parle de la pierre noire, ce qui doit quand même faire réfléchir. Donc c'est probablement un compromis entre les anciennes religions païennes arabes et la nouvelle religion. Très bien. Si je peux résumer, en gros, c'est bon. Tu pars sur les origines. Après, je vais te poser des questions sur ce que tu entends par origine, etc. Donc, tu pars sur les origines, en gros, de la pierre noire. On va dire que c'est l'objet d'étude. Et voilà, en gros, tu supputes, ou tu affirmes même directement, qu'il y a une filiation entre les différents cultes, on pourrait dire polythéistes, énothéistes, arabiques, pré-islamiques, et on va dire la tradition musulmane. Pour la faire simple, en gros, voilà, il y aurait on pourrait dire une reprise. Une continuité, je pense que c'est le terme le plus adéquat. Alors, une continuité entre les cultes énothéistes, polythéistes, pré-islamiques et la tradition islamique. C'est ça. En tout cas, dans le cadre concret de la vénération de la pierre noire. Très bien. Donc, il y aurait une préservation on pourrait dire du cadre d'adoration ou d'idolâtrie de la pierre noire parmi les Arabes pré-islamiques jusqu'aux musulmans, en fait. Alors, je ne parle pas d'adoration ou d'adoration de la pierre noire, je parle plutôt de vénération. Mais oui, en tout cas, il y a une continuité. Alors qu'est-ce que tu entends par vénération? Pardon? Qu'est-ce que tu entends par vénération? La vénération, c'est-à-dire lui conférer une certaine une place importante dans le rite islamique. C'est également le fait, par exemple, que les musulmans la touchent, la caressent, l'embrassent, etc. C'est ça que j'entends par vénération. Très bien. Et qu'est-ce que tu entends par culte bétil? Je sais ce que c'est, mais c'est pour que tu définisses pour tout le monde. C'est tout simplement l'adoration de pierres sacrées et le fait de leur conférer une sacralité, parfois des pouvoirs magiques. En tout cas, en fait, le bétil à l'origine, hein, représente une divinité païenne. Alors, je dis pas que c'est le cas de la pierre noire aujourd'hui, hein. Je dis simplement que la pierre noire, c'est un reliquat, une réminiscence, si vous voulez, des anciens cultes païens, alors qui est transformé, hein, dans le cadre islamique, etc. Mais voilà, il y a une continuité qui paraît très claire, hein, qui est d'ailleurs affirmée par les historiens, entre les anciens cultes des bétiles et la vénération de la pierre noire. Alors, j'ai plusieurs objections. Lorsque tu dis ancien culte, tu as parlé d'adoration. Ouais. Très bien. Est-ce que pour toi, il y a une uniformisation de ces pratiques dans l'Arabie pré-islamique? Alors, ces pratiques sont connues notamment dans le nord de l'Arabie, chez les Nabatéens. Les Nabatéens, c'est quel siècle? C'est le royaume de Nabaté commence à partir, il me semble, du 3e siècle avant Jésus-Christ, et on a des attestations que ce culte perdurait, notamment au 4e siècle, également chez Maxime de Tyr, etc., etc. Et on a d'autres témoignages qui sont plus tardifs, qui montrent la continuité de cette pratique et qui établissent également un lien entre ces pratiques et la vénération de la pierre noire chez les musulmans. Très bien. Donc, tu pars, toi, d'un postulat des Nabatéens. Est-ce que tu pars sur une thèse diffusionniste, que ça commence chez les Nabatéens et que ça se transmet ensuite chez les Arabes de l'Arabie occidentale?
des siècles après, pré-islamique. Bah, honnêtement, j'ai pas les éléments pour répondre. Enfin, je sais pas si le culte naît vraiment chez les Nabatéens, s'il est né autre part. En tout cas, il est attesté chez les Nabatéens. Très Donc, bien. est-ce que c'est la source d'origine ou pas? Enfin, j'ai pas les éléments là pour répondre. Très bien. Pourquoi je te pose la question? Parce que les Nabatéens, c'est bien des siècles avant. Enfin, les Arabes du Nord, c'est pas des Nabatéens, à l'aune de l'islam, même quelques siècles avant. Les Nabatéens s'éteignent bien avant. Je suis pas un spécialiste des Nabatéens. C'est un Nehmé qui a écrit dessus, mais c'est bien avant les Nabatéens. C'est pour ça que je t'ai dit, enfin, je t'ai posé la question. Lorsque tu dis les Nabatéens, est-ce qu'on part d'une origine? Est-ce qu'on part d'une thèse diffusionniste? C'est quoi, en fait, quelle est la pertinence de citer les Nabatéens dans l'exposé d'une thèse, on va dire, de filiation, de continuité entre pré-islamique, arabique et musulman? Pourquoi les Nabatéens? Bah, Moi, je cherche à comprendre, je questionne en toute objectivité. Pourquoi simplement parce que la pratique est connue chez les Nabatéens. Et d'accord. Et donc, quelle est l'implication de ça? Enfin, elle est connue chez les Nabatéens, elle est connue également chez d'autres Arabes, notamment par Antoninus Placinius, qui parle des Saracènes, qui désigne des Arabes, pas spécifiquement les Nabatéens, mais en tout cas, ce qui montre que en Arabie, même si on ne connaît pas l'endroit exact, encore au IVe siècle, il y avait ce type d'adoration et ce type de culte. Et il me semble que la tradition musulmane elle-même nous dit que les Mécois adoraient des pierres, en tout cas vénéraient des pierres, et qu'il y a clairement un ancrage très fort à l'époque de Mohammed dans ces cultes des Béthiles. Non, très bien, de toute façon, on va y venir. Mais c'est juste sur les Nabatéens. C'est pourquoi tu pars des Nabatéens dans ton exposé. Est-ce que c'est juste pour les citer ou il y a une importance à les citer? Je ne parle pas, enfin, j'accorde pas une importance démesurée aux Nabatéens. Je dis simplement que c'est un exemple. On sait que le culte des Béthiles existait chez les Arabes pré-islamiques et notamment chez les Nabatéens. Et d'accord, mais les Nabatéens, c'est pas les Arabes pré-islamiques du Hijaz. C'est quoi le rapport avec les Nabatéens? Et c'est des siècles avant. Nous sommes dans un cadre spatio-temporel. Alors, parce que là, on a parlé d'analyse historique, mais on va faire de l'histoire, pas de la philologie. Après, on peut faire de la philologie si tu veux. Je vais te montrer que c'est un paradigme qui est extrêmement limité, extrêmement dans l'hypothèse. Enfin, beaucoup plus que l'histoire. Pour ce qui est de Nabaté, en fait, je ne comprends pas. C'est un cadre spatio-temporel qui est bien différent de l'Arabie occidentale pré-islamique. À l'aune, on pourrait dire même des premiers siècles qui précèdent le prophétat de Mohammed. Donc pourquoi parler des Nabatéens? Enfin, est-ce que tu peux justifier cette mention ou alors elle est juste évasive? Je ne comprends pas. Elle n'est pas du tout évasive. En fait, je sais pas quelle est ta connaissance des Nabatéens, mais les Nabatéens, c'est pas 2000 ans avant l'islam. Hein. On parle encore. C'est pas à l'aune de l'islam non plus. Bah, si, est-ce que tu connais non. Bah, bien sûr que si. Bah non, les Nabatéens, c'est un autre cas de façon temporelle. Bah non. Il a raison. Ça dépend de ce que tu par Nabatéen, mais si on parle du royaume des Nabatéens, effectivement, il a été annexé par les Romains à partir du IVe siècle, donc il n'existe plus. Mais ça ne veut pas dire que les coutumes, les pratiques des Nabatéens ont disparu avec le royaume nabatéen. Enfin, Très bien, donc tu les cites pour établir une filiation. Pardon? Tu les cites pour établir une filiation avec les Arabes, on va dire, du Hijaz. C'est bien ça? Mais je n'établis pas forcément de filiation directe entre les Nabatéens et les Arabes du Hijaz. Je dis simplement que on sait, grâce à de nombreux témoignages, que chez les Arabes pré-islamiques, il y avait ce culte des Béthiles, et je donne en exemple. Mais très bien, on va venir chez les Arabes pré-islamiques. Les Nabatéens, c'est tout. Je suis pas en train d'établir une filiation directe entre les Nabatéens et la pratique musulmane. C'était simplement un exemple. Très bien. On va venir sur les Arabes islamiques, justement, parce que les Nabatéens, c'est encore autre chose. Donc les Nabatéens n'ont pas forcément il n'y a pas forcément un intérêt épistémique à les citer. À part dire ça existait chez plusieurs peuples. Bah, super. Bah, les Nabatéens, c'est ni ta majeure ni ta mineure. Elle n'a pas de rapport avec la conclusion. Peut-être un élément anecdotique. Mais juste, parce que là, je viens de lire ton thread, il y a un truc qui me semble pas très clair. C'est quoi la conclusion que tu veux amener? Parce que dans un argument, il y a une conclusion. Je t'ai dit de nous présenter un argument. C'est quoi la conclusion finale? Par exemple, si je devais te demander c'est quoi la conclusion, dis-moi ta conclusion en une proposition. Qu'est-ce que la conclusion de ton thread? Alors, je vais la lire tout simplement. Hein, c'est dans le thread. Vas-y, lis-la. Si on peut m'envoyer aussi, parce que je le vois. Enfin, je sais pas que ça a son compte. Je viens de la mettre là.
Je vais le Lis-la nommer. à voix haute. La vénération de la pierre noire remonte à les pratiques ancestrales de l'Arabie pré-islamique et peut-être au culte d'Aphrodite al-Uzza. Cette pratique est contestée à l'intérieur même de l'islam. Ça, effectivement, je l'ai pas mentionné. Rien ne garantit que la pierre actuelle soit l'originale, parce qu'effectivement, on sait qu'elle a été volée, qu'elle a été détruite, etc., etc. Donc, on n'a pas de certitude à cet égard. D'accord. Donc ta conclusion, à un moment dans ton trait, tu dis tire ses racines de. Pour moi, là, il y a une équivocation. Quand tu dis tire ses racines de, est-ce que tu veux dire par là que à l'origine de l'islam, il y a eu un processus volontaire d'intégration de ces pratiques arabes, et toi tu as dit nabatéennes, bon bref, est-ce que tu veux dire par là qu'il y a eu une intégration à l'issue d'une action volontaire, un processus volontaire d'intégration de ces pratiques-là, ou est-ce que tu veux simplement dire, voilà, il y a une corrélation entre ces pratiques-là, une corrélation simplement, une contiguïté si tu préfères, entre ces pratiques-là et cette pratique-là dans l'islam. Alors, quelle est la conclusion? Est-ce que c'est une action, je répète encore une fois pour que tu comprennes bien, est-ce que c'est une action volontaire qui est préméditée, ou alors est-ce que c'est simplement une pure corrélation, une simple contiguïté? Alors, il y a une continuité qui est très claire D'accord. dans ce rite. On sait notamment que les Arabes, en tout cas certains Arabes, avaient l'habitude de tourner autour de la pierre. Donc évidemment, ça fait penser aux musulmans qui tournent autour de la pierre noire. Ah, mais quand tu dis ça fait penser, ça je comprends, parce qu'en fait, là, ma question, c'est pas de savoir, moi ma question c'est vraiment de savoir, est-ce que c'est une corrélation ou est-ce que c'est un processus d'emprunt volontaire? Alors, non mais tu m'as coupé en fait, donc j'ai pas pu terminer. Donc il y a Oui, une mais parce que tu continuité. répondais pas à ma question, Bah Maestro. si, non, mais j'y répondrai quand tu me Réponds à côté, et ensuite je te dirai pourquoi tu as répondu à côté. Mais vas-y. Je réponds pas du tout à côté et tu vas le voir. Vas-y, Maestro, Alors, vas-y, fais donc. Premièrement, Maestro. il y a une continuité entre le rite païen idolatrique et le rite islamique actuel. Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence? Je sais que c'est l'argument que vous avez beaucoup à la bouche, les apologistes, c'est une coïncidence, c'est une coïncidence. Ou est-ce qu'il y a une intégration qui est volontaire? Je pense qu'il y a une intégration qui est volontaire. Pourquoi? Très bien, Attends, Maestro. est-ce que je peux terminer? Parce que Vas-y, finis. le culte des Bétiles était encore assez important au 6e et 7e siècle, c'est-à-dire à l'époque pré-islamique, et que il est probable que les autorités musulmanes de l'époque aient voulu intégrer ce culte auquel les Arabes pré-islamiques tenaient dans la nouvelle religion. Tout simplement parce que... C'est bon? Non, c'est fini. Non, c'est pas bon. Tout simplement. Alors vas-y, finis. Tout simplement parce que on passe rarement d'une pratique païenne pré-islamique à une foi monothéiste pure. Et on le sait, on a par exemple des témoignages qui nous disent qu'encore au 7e siècle, et même après l'islam, on a des Arabes christianisés, donc qui s'étaient convertis au christianisme, mais qui continuent de sacrifier aux idoles. Donc on voit en fait une forme de syncrétisme entre différentes pratiques, entre différents cultes, et je dis simplement que la pierre noire, c'est probablement un syncrétisme entre l'islam et les anciennes pratiques païennes de l'Arabie pré-islamique. D'accord, Maestro. Là, tu as répondu à ma question. Tu as dit, je pense, que il est plus probable, c'est le terme que tu as employé, tu as dit, je pense qu'il est plus probable que ce soit issu d'un processus volontaire. Ouais. Ce soit issu d'un processus volontaire. C'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de certitude là-dessus. Tu le dis ou tu le dis pas qu'il n'y a pas de certitude? Il n'y a pas de certitude. On ne peut pas le prouver par A plus B, mais il y a, très bien. Il y a pas de une très forte Maintenant, je vais venir sur la probabilité. À moins que ce soit purement du hasard. Il y a une forte présomption. Très bien. Il y a une forte présomption. Très bien. Tu dis, il y a une forte présomption. Donc, tu es en train de dire, il y a une probabilité plus élevée d'occurrence. C'est ça. C'est ce que tu dis. C'est quoi une probabilité, Maestro? Mais tu vois, on va encore rentrer dans des débats d'épistémologie. On va rentrer dans les mots que tu emploies, Maestro. On va rentrer dans des définitions. Les mots que tu emploies, Maestro. Tu dis, il y a une plus forte probabilité. Tu ne sais pas c'est quoi une probabilité. Maestro, c'est les mots que tu emploies. C'est les mots que tu emploies. C'est tes mots, c'est pas moi, c'est toi qui le dis. Je vais te répondre. De fait, il y a une continuité et des similitudes entre le rite... Alors, attends. À mon tour de poser une question. Est-ce que tu reconnais que dans la pratique islamique aujourd'hui, comme il y a 1400 ans, le fait de tourner autour de la pierre noire, le fait de lui attribuer certains pouvoirs, le fait de la toucher, de la vénérer, est-ce que tu reconnais qu'il y a une continuité entre cette pratique et les pratiques païennes pré-islamiques? Est-ce que tu le reconnais, oui ou non?
D'accord. Non, mais Maintenant, je vais te non, non, répondre. Moi, tu vois, je vais répondre attends, attends. je vais répondre à ta question. Je La vais réponse, répondre. la Tu sais, moi, réponse, je réponds pas à côté. c'est une question fermée, hein, Je donc réponds il pas faut à une côté. réponse, oui ou non. C'est pas une question. Oui, je vais te dire, mais je vais expliquer parce que le terme de continuité est ambigu chez toi. Tu ne l'as pas défini. Et je rappelle que tu ne définis jamais tes termes. La preuve, je t'ai proposé de définir probabilité, tu m'as dit, oh non, c'est trop dur, ok? Donc ne me parle pas de moi, je réponds pas aux questions. Moi, je réponds aux questions. Je réponds à ta question. Oui, si tu entends par continuité le fait qu'il y ait des corrélations, je dis bien des corrélations, c'est-à-dire le fait l'existence de pratiques plus ou moins communes entre l'islam et son environnement proche, plus ou moins proche. Très bien. Okay, moi, je reconnais ça sans Ibn Rajh aucun reconnaît problème. qu'il y a des similitudes entre le paganisme arabe et l'islam. Mais d'accord. Oui, mais en Très bien, fait, je crois que tu. Oui, même tu- Tabari le reconnaît, les savants musulmans le Mais savent. en fait, Enfin, je pense que tu on va connais. revenir dessus. Enfin, je veux dire, oui, l'islam dit que Jésus est un messager. Oh, regardez, l'islam reconnaît qu'il y a une corrélation entre l'islam et le christianisme. Mais en fait, je veux dire, t'es au courant qu'on n'est pas en train de dire que l'islam s'est sorti de nulle part comme ça. mais Hein. je sais pas. T'es au courant. Alors, autant je savais que vous revendiquiez un héritage de la révélation judéo-chrétienne, mais je ne savais pas que l'islam revendiquait un héritage païen. On Non, apprend on ce te soir dit grâce à non, Ibn mais il y a Rajh des choses, que l'islam revendique un héritage païen. Merci. Non, parce que L'héritage il y a païen des- revendique un héritage abrahamique. Mais on va venir et tu Voilà, verras que déjà. tu connais même pas les sources islamiques. Et en fait, il y a des choses. En fait, je crois que t'es pas. En fait, pour nous, l'islam n'est pas quelque chose qui vient nier en bloc absolument tout ce qui n'est pas lui, y compris le paganisme. Dans le paganisme, il y a quelque chose qui est critiqué très clairement, l'association. Le fait qu'il y ait une multiplicité de divinités plus ou moins contingentes, le fait qu'il y ait un culte des idoles. Ça, ce sont des choses qui sont critiquées très clairement. Mais par exemple, des choses qui ne sont pas critiquées très clairement, ou des choses qui sont même louées parfois chez les peuples arabes, il est reconnu par exemple dans la tradition islamique que le peuple arabe pré-islamique avait une certaine forme de fierté, avait un certain nombre de qualités morales qui étaient liées au paganisme. Est-ce qu'on va dire non, c'est pas bien? Non. Nous, on n'est pas en train de nier en bloc. On a une approche beaucoup plus nuancée que tu peux le penser. Maintenant que j'ai répondu à ta question, Maestro, tu vas répondre à la mienne. Tu vois, moi, j'ai répondu à ta question. Je n'ai pas zigzagué. Ma question, Maestro, tu dis c'est plus probable. Il y a une plus forte présomption. Ah, bah, très intéressant. Il y a une plus forte présomption. Incroyable. On aimerait savoir. Tu dis il y a une plus forte probabilité. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, ça veut dire quoi une plus forte probabilité? Qu'est-ce qu'une probabilité, par exemple? Parce que là, ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle un raisonnement bayésien, qu'on utilise en histoire et qu'on utilise en sciences. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais procéder ton raisonnement bayésien? Est-ce que tu es un bayésien objectiviste, subjectiviste? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fonctionnes? D'accord, très bien. Alors, c'est bon, Vas-y. Très bien. Donc, je t'ai posé ma question, j'aimerais que tu répondes. Donc, je vais répondre. En fait, donc, tu viens de reconnaître qu'il y a une certaine continuité, des similitudes entre la pratique païenne pré-islamique et les rites musulmans. Donc, en fait, à mon sens, tu me diras si tu es d'accord, mais à mon sens, il y a deux possibilités. Soit il s'agit d'une simple corrélation, d'une coïncidence, d'un hasard, etc. Ou bien alors il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une intégration volontaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les autorités musulmanes ont décidé d'intégrer cette pratique à leur rite, tout simplement parce qu'elle était encore pratiquée à l'époque et que les Arabes ne voulaient pas y renoncer comme ça du jour au lendemain, tout comme les Arabes christianisés dont j'ai parlé tout à l'heure n'ont pas voulu renoncer du jour au lendemain à certaines pratiques idolâtriques comme le sacrifice aux idoles. Donc, à mon sens, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est une coïncidence, c'est le grand mot à la mode chez les apologistes, il est surtout courant la coïncidence, enfin tout est une coïncidence. Vas-y. Il y a une intégration qui est volontaire. À mon sens, effectivement, je dis qu'il est plus probable parce que ça a davantage de sens en fait. Ça a davantage de sens du point de vue historique parce qu'on sait par ailleurs qu'il y a d'autres exemples de ce type. On pourrait parler du sacrifice dans la sourate 5. Maestro, réponds à ma question s'il te plaît. Là, tu es à côté. Non, mais je ne suis pas du tout à côté. Termine avec quoi une probabilité? Après, moi, je rebondis parce qu'il y a énormément de fautes qui viennent dire. En plus, c'est quoi une probabilité, Maestro? Maestro, là, ce que tu fais, on l'a vu, tu commentes, tu rajoutes. En fait, tu fais un travail d'historien académicien classique, quoi. Tu parles pour parler. Moi, je parle pas pour parler. Moi, je suis pas historien de formation. Moi, je fais plutôt de l'épistémologie, d'accord? Et puis, dans ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Déjà, bon, j'ai relevé, tu as 14 erreurs de logique actuellement. C'est un peu moins que Jacques Le Fou, mais bon, ça va, tu t'en sors pas trop mal. 14 erreurs de logique, mais là, tu viens d'en faire une 15e. Tu fais une fausse disjonction. Fausse disjonction, c'est-à-dire que toi, tu dis, voilà, il y a deux cas possibles, et ces deux cas ne sont pas mutuellement exclusifs. Tu dis, le premier cas, c'est un cas de, tu appelles ça, voilà, un cas de coïncidence, de hasard, tu n'as pas défini les termes. Moi, je rappelle que tu sais pas c'est quoi une probabilité, donc tu parles de coïncidence et hasard, moi, je sais pas ce que ça veut dire, t'as pas défini, d'accord? Bon, tu dis, ça, c'est le premier cas. Ensuite, tu dis, le deuxième cas, c'est un processus volontaire par les autorités politiques en place. Très bien, ça, c'est un autre cas que tu as cité, celui-là, il est intelligible, au moins, et je pense que c'est ta position. Et puis, en fait, tu omets tout simplement le cas que tu avais cité, LFTR
précédemment, qui est un cas aussi qui mérite d'être pris en compte, le fait que le texte coranique, la révélation coranique, s'adresse à un lectorat qui doit comprendre ce à quoi le texte coranique fait référence. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un socle commun de dialogue, de rhétorique sémitique, comme il dit LFTR. Donc déjà, ta disjonction, elle est fausse. Maintenant, j'aimerais que, s'il te plaît, réponds à ma question. Tu réponds à côté depuis tout à l'heure. Quand tu as posé ta question, est-ce que j'y ai répondu? Oui, j'y ai répondu. Toi, tu as été un peu en difficulté, tu as dit « Ah, regardez, Von Rach, il admet ça. » Oui, merci. Moi, je dis souvent, vous découvrez nos positions. Tu viens de découvrir notre position. Oui, on dit ça depuis le début. Merci, tu viens de le savoir. Je sais pas pourquoi tu découvres ça. C'est notre position depuis le début, on a toujours dit ça. Maintenant, moi, là où je veux t'amener, tu dis « Une des hypothèses est plus probable que l'autre. » Peux-tu m'expliquer déjà ce que signifie probable pour toi, parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas défini, tu l'as pas dit c'était quoi, et en quoi, selon la définition que tu as donnée, c'est plus probable. Si tu ne sais pas c'est quoi une probabilité, ne dis pas c'est plus probable. Dis je pense que, selon mon opinion dogmatique, issue des autorités que j'ai acceptées par fidéisme. Dis ça, c'est plus clair. Mais quand tu dis c'est plus probable, on a l'impression qu'il y a quelque chose de scientifique, alors qu'il n'y a pas quelque chose de scientifique dans ce que tu dis précisément. Tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y, réponds à ma question s'il te plaît, et ne réponds pas à côté.